Salam alaikum Azulflaoun, bonsoir. Demain, les Algériens seront appelés aux urnes pour renouveler les membres de l'Assemblée populaire nationale. Une autorisation spéciale d'absence a même été accordée à l'ensemble des travailleurs afin de leur permettre d'exercer leur droit de vote. Sur le papier, toutes les conditions semblent réunies. Toutes les conditions semblent réunies. Toutes les conditions, semblent réunies pour le bon déroulement du scrutin. L'autorité nationale indépendante des élections multiplie les communiqués, précise les règles, rappelle les procédures et insiste sur la transparence de l'opération. Mais une élection se résume-t-elle à l'ouverture des bureaux de vote et au respect des formalités administratives? Car derrière cette mécanique bien huilée demeure une interrogation beaucoup plus profonde. Les électeurs ont-ils réellement le sentiment que leur voix peut peser sur l'avenir du pays? Ces législatives interviennent dans un contexte particulier. Le Hirak appartient désormais à l'histoire récente, mais les questions qu'il avait fait émerger restent largement sans réponse. Depuis plusieurs années, le paysage politique s'est considérablement refermé. Des milliers de dossiers de candidatures ont été rejetés au cours du processus électoral. Des partis dénoncent leur marginalisation. Des journalistes, des militants, des universitaires, des défenseurs des droits humains évoquent un rétrécissement continu des espaces d'expression. Les autorités, elles, assurent agir exclusivement dans le cadre de la loi et au nom de la préservation de la stabilité des institutions. Deux lectures d'une même réalité, mais un même constat. La confiance entre les citoyens et les institutions semble s'éroder un peu plus à chaque échéance électorale. Le débat de cette campagne en est peut-être l'illustration la plus frappante. Les grands enjeux qui préoccupent les Algériens, l'économie, l'emploi, le pouvoir d'achat, les libertés publiques, la gouvernance ou encore les réformes institutionnelles ont rarement occupé le devant de la scène. Les confrontations d'idées ont laissé place à une campagne sans véritable débat, où les projets politiques peinent à se distinguer. Dans ce contexte, l'abstention apparaît moins comme un désintérêt que comme le symptôme d'une crise de représentation. Lorsqu'une partie importante de la population ne croit plus que le vote puisse influencer les décisions publiques, ce n'est pas seulement une élection qui perd de sa portée. C'est le lien même entre les citoyens et leurs institutions qui se fragilise. Car le véritable défi n'est pas seulement d'organiser une élection, il est de convaincre qu'elle a un sens. Au-delà du taux de participation et des résultats qui seront proclamés, c'est une interrogation bien plus fondamentale qui demeure. Où va l'Algérie? Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, voter, mais pourquoi faire? C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir Lies Djbaili, ingénieur, économiste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Pour l'instant, pas encore. On est en train de me dire donc à l'oreillette nos amis de la régie, donc il sera avec nous depuis Paris via Skype. Mais on a le plaisir aussi d'avoir avec nous Mohamed Hniche, qui est acteur associatif de la région parisienne. Il est avec nous depuis Zoom, donc via Zoom, pardon, depuis Paris, la région parisienne. Mohamed Hniche, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Alors, là, tout le plaisir est pour moi et voilà, on est content toujours d'être invité, de participer avec vous dans ce qui intéresse l'Algérie, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fik. Merci beaucoup, c'est Mohamed Hniche, d'avoir accepté l'invitation à Saha. Avant de, bien sûr, de commencer dans le vif du sujet avec nos invités, quelques titres de la presse nationale concernant donc le thème de ce soir. Et comme vous le savez, donc on est dans une couverture spéciale concernant donc ces élections législatives prévues demain, donc le 2 juillet.
On va commencer avec un titre de l'APS législative du 2 juillet. Toutes les dispositions prises pour la réussite de l'opération électorale. Donc, a titré l'APS. TSA, tout sur l'Algérie. Législative du 2 juillet, autorisation spéciale d'absence pour voter. Qui est concerné? La question a été posée donc par TSA. Une autorisation spéciale d'absence est accordée jeudi aux fonctionnaires et aux travailleurs pour voter aux législatives du 2 juillet. Le matin d'Algérie, un autre titre, législative entre rigueur procédurale de l'ANI et sélection politique des candidatures. À quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote pour l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale, APN, donc l'autorité nationale indépendante des élections, ANI, multiplie les rappels à l'ordre réglementaire. À travers ses récents communiqués, l'instance électorale tente de baliser techniquement le scrutin du 2 juillet 2026. Cependant, la rigueur formelle de ces directives peine à dissiper les doutes persistants sur l'intégrité globale du processus. Voilà, donc c'est l'article publié par le Matin d'Algérie. Radio des Sans-Voix, un site donc sur Internet, Fethi Gharas face au scrutin verrouillé. Le pluralisme interdit à la souveraineté confisquée. C'est l'avis bien sûr de Fethi Gharas, invité de Radio des Sans-Voix. Fethi Gharas donc a livré une analyse directe et sans détour du climat entourant les élections du 2 juillet 2026 qu'il décrit comme un processus sans pluralisme. Au micro du média en ligne, il a dénoncé un scrutin verrouillé dépourvu des conditions minimales permettant donc une compétition politique réelle. Pour lui, la question n'est plus celle du boycott, mais celle de l'exclusion. On ne peut pas boycotter un processus auquel on n'a même pas accès, a-t-il affirmé, estimant que le cadre juridique et politique actuel empêche de fait une partie des sensibilités nationales de participer. Voilà. Et on finit donc avec ce titre de Mediapart, donc ce site français. En Algérie, des législatives menacent d'affaiblir encore plus le rôle du Parlement, alors que les premières élections législatives depuis la fin du mouvement de contestation du Hirak auront lieu le 2 juillet. Le taux d'abstention risque de dépasser un nouveau record. L'opposition, plus fragmentée que jamais, dénonce l'invalidation massive de ces candidats. Voilà, donc quelques titres de la presse concernant donc ces élections législatives prévues donc demain, 2 juillet. On va regarder cette infographe et je reviens juste après à nos invités. Législative du 2 juillet, le modèle électoral de la Nouvelle-Algérie face à son plus grand test. Les autorités ont modifié les règles électorales à travers plusieurs nouvelles lois, vivement contestées par l'opposition. Des réformes présentées comme des garanties de transparence, mais dénoncées comme des outils de contrôle. La loi sur les partis et la loi sur les élections constituent les principaux piliers de cette nouvelle stratégie électorale. Le pouvoir a voulu empêcher toute contestation du scrutin en tirant les leçons des précédentes élections. Premier objectif, mettre fin au boycott en imposant la participation des partis sous peine de sanctions. Une mesure qualifiée de menace existentielle qui a assuré la participation de tous les partis agréés. Deuxième objectif, renforcer le contrôle administratif sur la sélection des candidats. Troisième objectif, redonner un rôle central au ministère de l'Intérieur dans le processus électoral. Pour l'opposition, ces réformes reviennent à légaliser le contrôle des élections et à institutionnaliser la fraude. Voilà, donc je pense qu'on a été rejoint aussi par Lias Jubaili, que je rappelle est ingénieur économiste, militant politique. Il est avec nous via Skype, donc depuis la France aussi, depuis Paris. Lias Jubaili, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci de m'avoir invité. Je salue l'équipe Marhaba. Merci encore pour l'invitation. Teksa Lias, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Mohamed Hniche, on va commencer avec vous cette émission.
Très content de vous avoir avec nous ce soir. Très content aussi d'avoir Elias Jubaili. J-1 par rapport donc à cette élection législative. On n'a pas vu un engouement populaire durant donc cette campagne électorale. Mais aussi, d'abord, on va passer les déclarations du ministre de la Communication, Zouhair Bouamama. Pour lui, il a donc appeler la population, les Algériens à aller voter. Pour lui, donc, il faut aller voter. On l'écoute et je reviens à vous juste après. الانتخاب هذا موعد نجدد فيه العهد والولاء لهذا البلد ونجدد فيه التعبير على ارتباطنا ببلدنا وبمؤسسات بلدنا. الانتخاب هو قلب وروح وركيزة الخيار الديمقراطي. الخيار الديمقراطي ركيزته هي صوت الجزائري، صوت الناخب. فرسالتنا لكل الجزائريين هي دعوة أن نذهب بقوة لأجل أن نمارس حقنا وواجبنا. حصانة هذا البلد إذا رحت وحطيت الورقة نتاعك في يوم الانتخاب، اللي ما ينتخبش بكل بساطة معناه أنه يعطي الفرصة لآخرين أن يقرروا مكانه. ومن بعد تجي حكاية أنه يعني اللوم والكلام من بعد ما لن يجدي. من يريد أن يسهم في صناعة مستقبل هذا البلد يسهم من خلال تأدية كما قلت حقه وواجبه في الانتخاب. Voilà, donc Zouhair Bouamama, le ministre de la Communication. Mohamed Hennij, comment, d'abord, votre lecture par rapport à ces déclarations? Pour lui, aller voter, c'est Hassanat Had al-Balad. Mais comment peut-on aussi expliquer, selon vous, le désintérêt grandissant des Algériens pour les élections? Mohamed Hennij, est-ce que vous m'entendez? Ah, on a perdu donc Mohamed Hennij. Elias Jubaili, la question est à vous. Je ne sais pas si vous avez entendu ma question, Elias Jubaili. Vaguement, donc je l'ai entendu vaguement, c'est par rapport aux élections législatives, donc c'est ça, enfin c'est par rapport... Oui, absolument. On a entendu ces déclarations donc, du ministre de la Communication, Elias Jubaili, qui a donc appelé les Algériens à aller voter et que c'est une responsabilité donc pour faire face aux défis de l'Algérie, tous les problèmes, les défis sécuritaires, les défis économiques, les défis donc socio-économiques. Mais la question, qu'est-ce qui explique pour vous, Elias Jubaili, le désintérêt grandissant des Algériens pour les élections? On a vu une campagne où il n'y avait pas un engouement populaire, où les gens ne semblent pas intéressés par ces élections. Les Algériens, on ne les a pas vus, par exemple, même pendant le début du vote de la diaspora à l'étranger, que ce soit en France, en Canada ou d'autres pays. On n'a pas vu aussi beaucoup d'Algériens aller voter. Comment peut-on l'expliquer, ce désintérêt des Algériens pour les élections du pays? Alors, merci Nasser. Enfin, c'est très facile d'analyser des choses parce qu'elles sont tellement... C'est aussi limpide que l'eau de roche qu'on peut l'analyse. Elle ne demande pas une gymnastique intellectuelle poussée. Tout d'abord, les élections législatives en Algérie, c'est sans enjeu. Sans enjeu, c'est un événement sans enjeu. Sachant que la Chambre basse, par définition, légifère sous le parapluie de l'exécutif. À partir du moment où elle légifère sous le parapluie de l'exécutif, on voit bien qu'il n'y a pas de séparation entre l'exécutif et le législatif, sous le regard strict de la haute institution militaire, coordonnée par qui? Par le ministère de la Défense. C'est ça la réalité dans notre pays et c'est ça la réalité du fonctionnement de la Chambre basse ou du Parlement
l'APN en Algérie. Celle ou celui qui nous dit ou qui nous distille des informations et qui harangue les foules en disant qu'il y aura des députés de l'opposition pour avoir un bloc de contre-opposition, c'est-à-dire une opposition au sein du Parlement, et qui va peser sur le devenir de la nation, soit ils nous prennent pour des abrutis, soit pour des ignorants, soit pour des gens naïfs, en fait. Sachant que ceux qui nous disent cela, ça veut dire qu'ils ignorent complètement le fonctionnement des rouages des institutions en Algérie. Il n'y a pas d'opposition au sein du Parlement. Il faut qu'on il n'y a pas d'opposition. Mais une opposition, c'est comme ça. Il y a des partis d'opposition, mais il n'y a pas une opposition. L'opposition au sein du Parlement, on essaie de la rendre insignifiante, pour ne pas dire marginalisée complètement. Donc ça veut dire que tout le programme de l'exécutif, qui dit l'exécutif, c'est la présidence, c'est la haute instance militaire, c'est eux qui décident du devenir du pays. Jusqu'à présent, je parle gentiment, je parle correctement. J'essaie de parler sans embâche. Donc, il y a un autre bloc qui vient appuyer le pouvoir. Ce sont des partis inféodés. On essaie de leur donner soit des miettes, soit on leur dit venez au portillon pour distribuer des postes de députés. Et eux, ils deviennent par définition des responsables complices de l'enregistrement du programme du pouvoir. Voilà comment ça se passe dans une chambre basse normale en Algérie depuis 1962. Allez, on va essayer un petit peu de dire peut-être les choses se sont arrangées. Se sont arrangées, là, ça depuis 1988. Ça veut dire quoi 1988? C'est l'introduction du multipartisme. Mais c'est une poudre aux yeux, il n'y a rien. Le multipartisme aussi, c'est à la fois c'était une bonne chose, mais finalement, il n'a pas pesé dans le sens où tout est verrouillé, où tout est confisqué. On laisse que des petits espaces réduits pour exprimer, sans plus ni moins. Makench, tous les espaces Makench. C'est-à-dire, ils ont verrouillé le milieu de l'opposition et on laisse un petit peu quelques sujets par-ci, par-là, sujets sur l'identité, sujets sur le rabet, sujets sur le halib, sujet sur l'importation des moutons, ceci sur la religion. On essaye de coffrer un peu tout ça, des sujets ultra sensibles. C'est pour pousser les gens à réfléchir autrement et à délaisser vraiment le cœur battant de l'opposition, ce qu'on appelle la politique, c'est-à-dire le changement dans notre pays. Voilà, donc pour dire que ces élections sont sans jeu, sans élan, sans un non-événement. Et puis voilà, c'est un renouvellement de 407 sièges. Moi, je pense à quoi, Anas? Parce que les carottes sont cuites, les jeux sont faits, les dés sont jetés. Je pense à une chose, Anas, chauffe. Il faut, quand on perd tout, on garde quelque chose. C'est quoi? Je pense à la khazine, c'est doula. Moi, j'aimerais bien qu'on nous donne quel est le coût, c'est ça en fait, quel est le coût qui va être débité du trésor public au détriment de plusieurs secteurs, sachant si ça apportait de la démocratie ou l'ouverture au changement du quotidien. Mais la khazina, elle est prolifique, elle est productive. Mais si juste on retire l'argent juste pour dilapider l'argent du trésor public et du peuple, juste pour jouer cette mascarade, ça c'est pas correct vis-à-vis du peuple. Très bien, restez avec nous, Lias Djbaili. Mohamed Heniche, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je suis avec vous. Ah, très bien. On vous a perdu un petit moment. Mohamed Heniche, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, Lias Djbaili dit que ces élections sont sans enjeu, sans élan. Qu'est-ce que vous en pensez? La question, bien sûr, peut-on parler d'élections pluralistes dans le contexte politique actuel que vit notre pays?
Oui, pour vos spectateurs, il faut savoir que pour nous en France, les élections ont commencé depuis samedi. Donc là, aujourd'hui, c'est le cinquième jour d'élection. Hmm. Le, le- le- c'est le cinquième jour. Ouais, Samedi le 27, absolument. ouais. Nous, on a commencé le 5, l'ouverture du scrutin depuis le 5. Il faut savoir une chose, que au sein de nos associations, nos mosquées, ce qu'on constate depuis le samedi, c'est que malheureusement, ceux qui se déplacent, qui s'intéressent à ces élections, c'est que les personnes âgées. Les personnes âgées, les retraités, qui pour eux, cette élection est très importante. Pour eux, c'est au-delà des candidats. La plupart d'entre eux, ils n'ont pas un candidat préféré, mais la plupart d'entre eux, ils votent pour montrer qu'ils sont toujours algériens. Donc le fait d'aller voter pour les personnes âgées, les retraités, c'est une façon de montrer qu'ils sont toujours algériens, qu'ils aiment l'Algérie, qu'ils tiennent à cette relation avec le pays d'origine. Malheureusement, ce qu'on constate aussi, c'est que pour les jeunes, il y a un désintérêt. Les jeunes, il y a un gros désintérêt pour la simple raison, l'information ne circule pas et il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Les candidats qui ont été validés, c'est pas des candidats de premier plan. Et il y a beaucoup de candidats qui ont été malheureusement Décalé. Hmm. et malheureusement parmi ces candidats, c'est des candidats qui pouvaient apporter de l'excitation, de l'intérêt, un peu d'intérêt pour ces élections. La plupart, c'est des jeunes qui sont présents sur les réseaux sociaux. Ces candidats ont été écartés, malheureusement. Après, ce qui reste maintenant, ils ont le problème financièrement. Un candidat ici en France, pour qu'il puisse avoir une envergure, il faut beaucoup de moyens et il faut un réseau. Malheureusement, la plupart qui sont présents actuellement, même ceux qui sont dans des grands partis, ben, la logistique ne suit pas et ils ont des difficultés à communiquer, à se faire connaître. Hmm. Vous avez parlé le désintérêt des jeunes, Mohamed Henniche, et je rappelle que vous êtes un acteur associatif, donc vous êtes en contact aussi des jeunes des banlieues, surtout en France. Pourquoi ce désintérêt donc de la politique, mais aussi quand il s'agit des élections? Vous l'avez dit, on trouve beaucoup plus les personnes âgées et on peut qualifier ça d'un vote qui est beaucoup plus affectif, vous l'avez dit, lié au pays. Ce n'est pas un choix politique bien réfléchi. Euh, Comment peut-on expliquer donc ce désintérêt des jeunes? Ben, déjà, il n'y a pas l'information ne circule pas. Nous, Hmm. nous on a reçu juste un SMS du consulat pour dire, voilà, les élections vont commencer de samedi jusqu'à jeudi. Voilà, un simple SMS. Il n'y a pas d'information, on n'a pas de radio. Même les radios actuellement n'ont pas relayé beaucoup la campagne électorale. Les réseaux sociaux, la plupart des candidats n'ont pas les moyens, le savoir-faire pour utiliser les réseaux sociaux. Et surtout, dans l'article 200, il y a un effet négatif, c'est-à-dire celui qui permet... L'article, اسمح لي 200, Mohamed Hennish, l'article 200 oui, donc qui fait partie de la loi électorale, la nouvelle loi oui. électorale. Hmm. Il y a un aspect négatif qui permet à l'autorité qui gère les élections d'invalider des candidats sans donner un justificatif. Donc ça, c'est l'aspect négatif. Mais il y avait un aspect positif, c'est de menacer tous les partis politiques qui ne participent pas de dissolution. Cet aspect-là a poussé les partis politiques à essayer par tous les moyens d'être présents dans ces élections, ce qui a permis de pousser des candidats à présenter des listes. Et il y avait des bons candidats qui pouvaient participer. J'ai vu des responsables associatifs, j'ai vu des gens, des TikTokers, des YouTubers qui ont voulu entrer par le biais de l'article 200 qui est soutenu par des partis politiques. Mais à la fin, tous ces gens-là
ont été éjectés. Tous ces gens-là ont été éjectés. Si on avait laissé ces gens-là qui ont un impact sur les jeunes, parce que la plupart de ces gens-là, c'est deuxième génération, c'est des gens d'ici, qui sont nés ici, qui ont grandi ici, ces gens-là pouvaient ramener les jeunes à ce vote-là. Mais en les éjectant, et en barrant la route à ces gens-là, ben on s'est retrouvé avec des candidats sans grande envergure. Et les seuls qui participent maintenant, c'est des gens qui participent juste pour montrer qu'on est toujours algérien, que voilà, l'Algérie nous appelle, il faut qu'on soit là lorsque notre pays nous appelle, c'est bien, mais derrière, il n'y a rien. Derrière, il n'y a rien, et c'est malheureux. Et là, je rejoins votre invité par rapport aux sommes d'argent qui ont été dépensées. Cet argent, il y a de l'argent qui a été dépensé, mais on pouvait l'utiliser pour lancer une petite dynamique surtout la deuxième, troisième génération, de les attirer vers le processus électoral et de leur faire aimer leur pays via les élections. Parce qu'il faut savoir, parce que beaucoup de gens disent, oui, les deuxièmes générations n'aiment pas l'Algérie. Non, non, non. Regardez, ici en France, pendant les matchs où l'Algérie participe dans la Coupe du Monde, les matchs sont transmis ici à 3h du matin, 5h du matin. Ben, les jeunes Algériens, deuxième, troisième génération, se réveillent à 3h, 5h du matin, se réunissent pour regarder le match ensemble. Donc, on ne peut pas dire qu'ils n'aiment pas l'Algérie, ils aiment l'Algérie. Mais lorsque ça les touche et ça vibre, il y a de la vibration, il y a de l'intérêt. Mais lorsqu'on voit qu'en face, il y a quelque chose qui est monotone, ben là, ça n'incite pas les gens à voter. Dernier point, il faut rappeler de quoi il s'agit. Il s'agit d'une élection législative pour élire l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, on oublie que c'est un pouvoir. C'est un pouvoir à part. Les États modernes actuellement sont basés sur une séparation du pouvoir entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. C'est ça, les États modernes. Mais l'image qu'on donne de notre assemblée sortante, c'est une assemblée monotone qui ne brille pas par son opposition au gouvernement. Elle ne brille pas par le contrôle du gouvernement, parce que c'est ça l'objectif d'une assemblée. L'assemblée doit contrôler le gouvernement. Contrôler, ça ne veut pas dire que que l'exécutif est un mauvais exécutif. Toujours, on cherche à qu'il soit perfectible. Même si c'est l'exécutif, c'est un bon exécutif avec un bon programme, mais l'Assemblée nationale peut le rendre plus perfectible, plus meilleur. Mais lorsque l'Assemblée nationale est juste là à observer, à constater, ben, on a l'impression qu'il y a une continuité des pouvoirs. L'exécutif et le législatif, c'est le même pouvoir. Et donc, les gens, ils disent, ben, on vous laisse entre vous et vous continuez à gérer le pays de cette façon, ce qui est vraiment malheureux. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Henniche. Avant de donner la parole à Elias Jubaili, bien sûr, Elias Jubaili, si vous voulez rebondir par rapport à ce que Mohamed Henniche a dit, vous êtes bien sûr les bienvenus et j'aimerais qu'il y ait une interaction entre vous. D'abord, on regarde cet infographe sur ces élections et on revient juste après à nos invités. La nouvelle Algérie a changé les règles du jeu électoral. Reste à savoir si le scrutin du 2 juillet permettra aussi de changer la réalité des urnes. L'organisation d'élections sous forte pression politique constitue le principal enjeu des législatives du 2 juillet. Le véritable test sera le niveau de participation des électeurs le jour du vote. Le 2 juillet sera un moment décisif, forte mobilisation ou nouvelle abstention massive. La participation populaire demeure le principal défi que le pouvoir peine à relever. Si l'abstention se confirme, le pouvoir pourrait être tenté de durcir davantage sa stratégie. Des opposants estiment que la pénalisation du boycott des partis pourrait ouvrir la voie à celle de l'abstention citoyenne. Selon eux, de nouvelles lois pourraient imposer la participation et sanctionner les abstentionnistes. Le vote risquerait alors de passer d'un droit à une obligation civique comparable au service national. L'abstention ne serait plus un choix politique protégé, mais un comportement passible de sanctions.
Yes, Jubaili, la question, bien sûr, c'est que, et vous l'avez dit aussi, expliqué dans votre analyse, à quoi sert le vote des Algériens quand il n'y a pas une confiance par rapport au changement, quand il n'y a pas de transparence, quand il n'y a pas aussi quand il n'y a pas de liberté, quand il n'y a pas un champ politique qui est ouvert. Même les partis politiques qui ont participé à ce scrutin ont parlé d'un champ politique verrouillé. On est dans la continuité du même système. Yes, Jubaili. Moi, j'ai du mal à comprendre. Dans ma position initiale, peut-être je suis cartésien, je suis matheux, peut-être je suis ingénieur, c'est comme ça, on a été formaté à être rationnel. Et quand on veut donner une analyse rationnelle, entre le 1er novembre 54 jusqu'à 58, jusqu'à 60, avec la ligne Maurichal, il y avait des réunions, les révolutionnaires, aussi bien dans la Wilaya 3, Wilaya 2, Wilaya 1, Wilaya 5, il y avait des réunions, c'était des jeunes, ils produisaient de la matière. Mais il faut le savoir, c'est très très important. On ne peut pas faire de la politique avec une dose d'affection. Non, l'affection avec une passion dans l'intérêt suprême de la nation, mais l'affection, ça altère un peu le politique. Par rapport à nos citoyens quand ils se présentent, moi personnellement, j'ai rien reçu, ni SMS, ni rien. Alors moi, je le dis devant tout le monde, je recevais, il y a 7 ans, 6 ans, oui, avant le Hirak, je recevais des invitations pavillon bleu dans le 16e par l'ambassadeur. Ils invitaient ceux qui étaient boursiers, ceux qui ont fait des études supérieures en France. Depuis que je suis dans le Hirak, c'est persona non grata. C'est pas l'invitation qui compte. C'est que, c'est-à-dire pour vous dire à tel point comment on veut marginaliser même ses propres enfants quand ils veulent. Je fais partie de ces opposants de la diaspora, aussi bien à l'intérieur, qui sont constants dans la continuité. On ne peut pas changer les choses, on ne peut pas développer notre pays s'il n'y a pas de changement. L'Assemblée nationale, la chambre basse, dans l'existence même, s'il est englouti dans un espace non démocratique. Comment voulez-vous que les élus ils vont proposer, ils vont agir politiquement de façon démocratique, alors on est dans un pays où la démocratie est quasiment absente. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'Assemblée ne peut pas fonctionner, elle ne fonctionne si et seulement si on est dans un État démocratique. C'est pas moi qui le dis, j'invite toutes les personnes qui suivent le Qanat al-Magharibiya à consulter la constitution de 1791. 1700, c'est-à-dire les fondateurs, les khalq pour la constitution, 16 mai, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les premiers 16 mai 1791. Ça, quand même, c'est quasiment 4-5 siècles. Ils ont dit quoi? Ils ont dit que les législateurs n'auront pas le droit de se représenter pour une deuxième mandature. Pourquoi? Pour une raison très simple. Parce que la Constitution doit être renouvelée, doit être vivante pour le bénéfice du peuple. Parce que c'est quoi le Parlement? Le Parlement, la nation, le pays, c'est quoi la triangulaire? La parole au peuple. C'est le peuple qui décide c'est le peuple qui choisit ses représentants. Le pays a été libéré par le peuple. C'est le peuple qui a libéré la nation. Peut-être il y avait des grands moujahidines, chouhada. Et c'est pour ça peut-être, Elias, c'est pour ça peut-être que le ministre, puisque vous parlez du peuple, le ministre par exemple de la communication, on a fait passer donc ces déclarations, il a fait un appel au peuple algérien. Il a dit الانتخاب تاعكم هو حصانة لهذا البلد يعني l'immunité de ce pays. أين الحصانة؟ أين الحصانة؟ الحصانة تلاحم بين الشعب والسلطات بطريقة ديمقراطية. هو يقول لك اليد الممدودة. La main tendue. Il dit لم الشمل. Un dialogue inclusif, transparent, faire appel à tous les courants, à toutes les doctrines de pensée politique en Algérie pour se représenter pour le devenir du pays. Comment voulez-vous développer un pays en écartant le peuple? Le peuple est écarté.
Le peuple ici, quand on voit ceux qui votent ici ou ceux qui votent en Europe, c'est plus par affection. Je parie peut-être 90%. Est-ce qu'ils ont demandé, est-ce qu'il y a un programme politique? C'est quoi le programme politique? C'est quoi le problème? C'est quoi le programme économique? Non. On essaie de décorer, de coffrer, juste pour pousser le peuple. Mais le peuple, j'en suis sûr, le peuple algérien, il est très politisé. Il sait que tous ces rouages ne vont pas dans son intérêt. Non seulement dans son intérêt, mais dans l'intérêt de la nation. Comment voulez-vous renouveler les 407 sièges et avec une idée d'invalider, de rejeter des candidatures, de pondre un article, ce qu'on appelle l'article, le fameux article 200, qui permet, je veux dire, d'invalider toute élection sur la base de supputation et de suspicion, et surtout même pas par des condamnations, c'est-à-dire une décision administrative, j'élimine. Il faut les pays développés. Elias Djebaili, sur cet article 200, on a entendu l'analyse de Mohamed Henniche qui a dit que cet article a deux phases. Un côté positif et l'autre côté négatif. Le côté négatif, c'est que on a utilisé cet article pour éliminer presque 1700 candidatures ont été rejetées, mais de l'autre côté aussi, on a obligé, et ce qu'il pense lui est positif, on a obligé les partis politiques qui d'habitude ne participent pas, comme par exemple le RCD, on va le nommer, à se présenter à ces élections. Et ça, pour lui, c'est une bonne chose. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose aussi? On peut, vous savez, c'est très simple. Est-ce qu'il fallait, la question, elle nous renvoie à Nas, est-ce que l'article 200 qui a été pondu, allez, n'amnouhum dans le sens positif, c'est-à-dire ta'al fasad, ceux qui sont trempés dans la corruption pour savoir comment ça se passe. Mais vous savez très bien, tout le monde, on n'est pas obligé de passer par Saint-Cyr pour comprendre. Cet article, au fait, il est utilisé à double coup. Le premier coup, certes, c'est pour un peu cerner ceux qui sont trompés dans la corruption et pour écarter ceux qui ont été trompés dans la corruption. Mais je dirais que pour neutraliser ceci, est-ce qu'on a besoin d'une loi? Non, on a besoin d'un service administratif ultra sécurisé, ultra performant pour scanner tout simplement ce qu'on appelle, on mobilise l'administration fiscale, pour savoir d'où est-ce que vous ramenez Au fait, l'administration fiscale en Algérie, elle est quasiment absente. Premièrement, je ne sais pas si elle est numérisée ou pas. Au fait, l'administration fiscale, elle doit être au service de la nation. Pourquoi? C'est pour créer ce qu'on appelle un workflow ou bien un tracking pour savoir d'où émane cet argent sale. Donc, il ne fallait pas faire vraiment une loi. Mais je pense que la loi a été faite. Moi, je le dis, sans contrôle. Moi, je suis quelqu'un de libre, j'agis librement. Dans mon travail, j'agis librement. Et dans ma vie, il faut être libre. Sinon, si on n'est pas libre, ce n'est pas la peine d'accepter l'invitation. Moi, je pense, voilà, pour laisser quand même une ouverture, peut-être je me trompe. Cette loi a été mise en place pour invalider. Elle a été pondue pour traquer la corruption, ainsi de suite, mais finalement, pour ne pas laisser l'opposition sera présente au Parlement. Donc même si l'opposition est présente au Parlement, ils vont faire en sorte qu'elle soit insignifiante, il faut qu'elle soit minoritaire. Donc, ils ont aussi rendu ce qu'on appelle l'ANI, cette agence, c'est ça, l'agence, j'ai oublié, l'agence nationale indépendante des élections. Au fait, ils lui ont donné un rôle politique. Elle est devenue un guichet unique pour disqualifier, invalider et pour faire le select politique. Au fait, donc finalement, tout le monde sait que l'ANI n'a aucun effet. Elle est là, ses membres sont payés, gracieusement payés par le Trésor public. Et le grand décideur, le patron, celui qui gère, le maître à penser, c'est-à-dire que l'ANI, finalement, on lui a enlevé ses prérogatives,
On les a attribués au ministère de l'Intérieur. Déjà, quand vous attribuez au ministère de l'Intérieur, déjà un chauffe-eau, il y a déjà un chauffe-eau où il n'y a pas de transparence. Déjà un chauffe-eau où l'exécutif il intervient. Mais finalement, vous allez me dire, mais ça se passe comme ça dans notre pays. Monsieur Abdelmajid Tebboune, en tant que président de l'Algérie, en tant que chef d'État, il est à la fois président de la Cour suprême, il est à la fois ministre de la Défense, il est commandant. Donc, regardez, donc, il faut bien qu'il n'y a pas une démocratie. Et quand vous nous parlez de parlement où on veut renouveler, il y a des jeunes, il y a ceci, il y a cela, il y a cela, mais tout le monde a des enfants. Mais on aimerait bien que nos enfants, nous-mêmes, on participe à la politique de notre pays. On veut le faire gratuitement, c'est dans l'intérêt de notre nation. Mais voilà, eux, ils ont un plan, une feuille de route. Ils ne veulent pas ni renouvellement ni rien. Ils veulent garder la main. Peut-être, je dis peut-être, à Nasser aussi. Peut-être est-ce qu'on va se diriger vers des députés qui vont accepter, qui vont valider une réforme constitutionnelle qui ouvrira droit à un troisième mandat présidentiel, tout simplement, à défaut de trouver, parce que le temps passe, le premier mandat, il est passé très vite, peut-être les clans militaires, ils ont décidé, à défaut de ne pas trouver, de ne pas ouvrir le pays, on reconduit M. Abdelmajid Tebboune, qui aurait pu être, moi je le dis, hein, Anna, je le dis, qui aurait pu être un président de transition, libérer le pays. Il serait rentré par la grande porte de l'histoire. Un président de transition, d'essayer je veux dire, de donner un autre tempo à la politique de notre pays et un grand devenir de notre pays. Quand il fait appel à ses compétences étrangères. Moi je connais pas des universités, des grandes écoles françaises où il y avait des ingénieurs ou des ceci. Ils sont complètement stigmatisés, marginalisés. On n'a oublié même pas leur nom. Il fait appel à des compétences. Mais moi je demande peut-être il y a des professeurs qui étaient amis avec des personnes qui sont présentes. Mais quand on fait appel à ces compétences, quelqu'un qui a fait des études supérieures, donc il a côtoyé d'autres cultures, et ces grandes études sont faites dans des pays, dans des grands états de droit, dans des pays démocratiques. Le premier préambule, c'est quoi? C'est la démocratie et la liberté. Quand on accepte, quelque part, et on sait qu'il y a des opposants qui n'ont rien fait de mal, et qui se trouvent en prison croupir, on ne sait même pas leur état de santé, leur état de ceci, leur famille. Quand on voit que M. Slama, qui n'a rien fait, je ne sais pas, moi je demande, avec tout le respect que je dois à M. Slama, est-ce qu'il a donné une analyse? Il a dit que la rentabilité, quand on extrait l'acier contenant du phosphore, il n'est plus rentable parce qu'il y a une dépréciation de 30%. Ça veut dire s'il est bon, on vend la tonne à $100, une dépréciation, combien ça va nous? Il s'est retrouvé en prison. Dans lequel Djeloul Slama, bien sûr, vous êtes en train de parler de Djeloul Slama, Lias Jubaili, qui a critiqué donc Raj Bilad et qui est toujours, bien sûr, en prison jusqu'à aujourd'hui. Mohamed Heniche, je reviens à vous, et bien sûr, l'enjeu pour les responsables politiques algériens, c'est la participation du peuple algérien donc, à ces élections. Donc c'est demain, jeudi, mais bien sûr, on a observé que le peuple algérien est en rupture totale, on va dire, avec tout ce qui est politique. Il y a une vraie crise de confiance. Est-ce que pour vous, c'est le véritable enjeu de cette élection, cette crise de confiance, lorsqu'une élection ne suscite plus de l'enthousiasme populaire, ni véritable confrontation de projets, ni espoir de changement? C'est la vitalité même de la vie politique qui est interrogée. Et bien sûr, la question, le pays a-t-il besoin d'une nouvelle ouverture politique? En 2019, on a vu des Algériens, des millions d'Algériens scander donc pour qu'il y ait un changement pacifique du système politique, du système de gouvernance en Algérie. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de vivre les mêmes conditions? À mon avis, avec toute la bonne volonté, je ne pense pas que les autorités cherchent à avoir une participation énorme dans cette élection-là. L'objectif de cette élection-là, c'est tout simplement qu'elle soit
faite, point à la ligne. Il faut que cette élection soit faite dans les temps. Une formalité, quoi. Voilà, une formalité on a à faire. L'Algérie veut donner l'image à l'opinion internationale que c'est un pays qui marche et qui se renouvelle démocratiquement en respectant les dates fixées par la législation algérienne. C'est ça l'objectif. Pourquoi? Parce que tout simplement, avec une petite réflexion, le choix de la date de 2 juillet, n'importe qui va vous dire que c'est une date qui correspond à rien du tout. On ne peut pas fixer une élection en plein été. 2 juillet, ça ne marche pas. Il n'y a pas en plein Coupe du Monde en juillet. Voilà, ni en juillet, ni en août. Et en plus, on savait que cette date, c'est en plein Coupe du Monde, où l'Algérie revient après une absence qui a duré, je ne sais plus combien, 15 ans, ou qu'on était absent pour la première, depuis longtemps l'Algérie, elle revient, donc c'est pas la bonne date. Donc là, on comprend que l'objectif, c'est quoi? C'est que on réalise les élections, qu'on puisse pas dire à Alger que voilà, c'est incapable de faire des élections ou qu'il y a des magouilles pour éloigner les élections, les reculer les élections. Non, Alger veut donner une image d'un État fort qui fait des élections aux dates fixées et des bonnes élections. Maintenant, par rapport à votre interlocuteur qui dit les autorités ne veulent pas d'opposition. Non, non, mon frère. C'est pas qu'ils ne veulent pas d'opposition. Même des gens qui soutiennent le pouvoir, qui soutiennent les autorités algériennes, mais s'ils ont des grandes gueules, qui parlent fort, qui sont pas contrôlables, mais c'est des gens qui sont avec l'autorité algérienne, ben ces gens-là, on ne veut pas d'eux. Par exemple, je ne vais pas le citer, il y a quelqu'un que je connais personnellement qui passe régulièrement sur les chaînes télé algériennes. Le pauvre, il a présenté sa candidature pour être député pour la diaspora, il a été rejeté. C'est pas du tout, je ne vais pas vous donner son nom, il n'est pas du tout dans l'opposition. C'est quelqu'un qui, matin, soir, après-midi, toujours soutient la ligne d'Alger. Pas sur des radios, des télés de France, non, des télés de l'État algérien. Celui-là a été éjecté. Pourquoi? Parce que c'est une grande gueule. Il parle fort. Donc, même si tu parles fort et tu es dans le système, c'est pas bon. Il faut que des gens ne parlent pas. On veut le silence. On veut la tranquillité. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre deux choses. On est en période intermédiaire. Je rejoins votre invité, Monsieur Tebboune. Il peut faire quelque chose d'extraordinaire, de réinscrire l'Algérie dans une dynamique démocratique un peu plus ouverte. Moi, le modèle que je vois dans le monde arabo-musulman, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de modèles. Le seul qui tient la route, ben, malheureusement, c'est le modèle turc. Il n'y a que le modèle turc où on voit, même si le pouvoir turc, Erdogan est toujours au pouvoir, 4 mandats, 5 mandats, je ne sais pas moi, 6, 7, mais on voit bien qu'il y a une vie démocratique, il y a une opposition, il y a des critiques. Ça, c'est le bon modèle. Mais pour le moment, je pense Alger pense que le pays est visé par son voisinage, par le sud, il y a une instabilité, on est dans le viseur, tous les pays, ça il ne faut pas l'oublier, l'Algérie reste un pays qui a été dans ce qu'on appelle les pays progressistes, mais les pays progressistes, tous ont été explosés. Vous les connaissez, tous les pays qui ont été explosés, ce n'est pas des pays qui étaient pro-américains, c'est des pays qui étaient pro-américains. Est-ce qu'aussi, je termine, j'essaie d'expliquer pourquoi ces élections se déroulent de cette façon. Parce qu'on ne veut pas de tête forte, on ne veut pas qu'il y ait un engouement, on veut juste une élection. Et j'espère qu'après cela, ben on va passer à autre chose, c'est-à-dire
entrer dans une autre phase, parce qu'on ne peut pas continuer, l'Algérie ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'après, il y ait une vivacité, il faut qu'il y ait une concurrence des idées, on voit, toujours dans l'intérêt national, sans ingérence internationale, et pour l'intérêt du peuple, et pour l'intérêt de ce peuple, c'est tout. Et ça, il y a une grande possibilité. Je termine par un point. Là, par exemple, pendant ces élections, il y a beaucoup de candidats qui sont venus nous voir, mais on sent que certains veulent utiliser ces élections pour dire, s'il vous plaît, dites-nous ce que vous voulez. Et j'ai participé à une élection entre les jeunes, parce que c'est ça ce qui manque à ces élections, c'est les jeunes qui participent. Ben, les jeunes de France, j'ai une grande réunion avec un des candidats. Les jeunes ils lui ont dit, nous, on ne cherche pas à ce que tu nous aides à acheter un appartement au bled ou du terrain au bled ou investir au bled. Il dit, pour nous, le bled, c'est loin. Il dit, nous, on vit en France et on souffre en France. Et le fait que les relations algéro-françaises sont mauvaises, on est en train de payer ce qu'on appelle ici en France l'algérophobie. C'est-à-dire le fait que tu es d'origine algérienne, tu as des obstacles, que ce soit pour le travail, pour si tu es dans la fonction publique, pour gravir des échelons, et même pour les partis politiques. Les partis politiques, les gens d'origine algérienne n'ont pas de chance d'avoir des mandats électifs. Donc, ces jeunes-là ont parlé à ce candidat, je vais le citer, c'est Youssef Jaafar, qui est dans la liste 1. Il a dit, qu'est-ce que vous... Ils lui ont dit, mets ça en avant. Si tu es élu, c'est pas la peine de venir nous voir, de dire, je vais baisser les billets de l'avion. Il dit, c'est pas ta prérogative. Les billets d'avion, c'est Air Algérie, c'est pas toi, député. Ils lui ont dit, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire fonctionner la protection consulaire. La protection consulaire, un député, il peut faire pression sur les consuls. Il dit, voilà, il y a un citoyen d'origine algérienne qui a été l'objet d'une discrimination parce qu'il est algérien, ou parce qu'elle est musulmane. Parce qu'il y a des filles, parce qu'elles portent le voile ici en France, elle est discriminée. Si elle est algérienne, elle peut contacter son député, elle dit, voilà, j'ai des problèmes. Et le consulat algérien peut avoir beaucoup de pression sur les autorités françaises. Comment? Parce que les autorités françaises, comme vous le connaissez très bien, ont besoin des consulats. Pour les OQTF, ben le consul il dit, OK, on va jouer le jeu du OQTF, mais j'ai un cas d'une fille qui porte le voile, elle est d'origine algérienne, vous l'avez discriminée, vous l'avez humiliée, vous lui avez fermé son compte bancaire, vous l'avez chassée de cette fonction, je veux qu'elle réintègre son poste, je veux qu'il y ait une réhabilitation de cette fille-là, sinon les OQTF en bloc. Et là, le candidat, il a dit, OK, ça me va. Et il a fait part dans sa campagne, ça, on aimerait bien que les candidats à la députation puissent entrer dans ce jeu-là, ce créneau-là, c'est-à-dire défendre l'algérophobie et l'islamophobie des gens. Et, alhamdoulilah, on a vu quelqu'un qui a dit, OK, ça sera mon cheval de Troie et je vais l'utiliser. On peut faire bouger les choses. Très bien. Mohamed Henniche. Bien sûr, vous avez parlé des défis sécuritaires et on a posé beaucoup de questions par rapport à ces questions, mais aussi cette façon de gérer l'Algérie, est-ce qu'elle est en train d'exposer notre pays à ces défis sécuritaires? Avant de terminer très rapidement, Elias Jubaili, très rapidement parce qu'on a dépassé le temps de l'émission, comme c'est une couverture spéciale, c'est vrai, mais... il y a une certaine opposition qui a fait un appel, Elias Jubaili. Et la question est à vous, mais aussi à Mohamed Henniche, très rapidement, s'il vous plaît. Mohamed Henniche, je vais commencer avec vous. On va écouter d'abord cet appel de l'opposition qui appelle donc à un vrai dialogue inclusif. Et je pense que la lettre a été publiée sur les réseaux sociaux, mais aussi sur certains médias en ligne. On regarde ces images et je reviens à vous juste après. Appel du 1er juillet 2026. Citoyennes et citoyens algériens. À l'approche du 5 juillet, une date hautement symbolique de l'histoire de notre nation, celle qui consacra le recouvrement de la souveraineté de l'Algérie après 132 années de domination coloniale, nous nous adressons à vous avec le sens de la responsabilité qu'impose l'histoire. Si le 5 juillet 1962 a rendu à l'Algérie sa personnalité juridique internationale et son droit imprescriptible à disposer d'elle-même face à la puissance coloniale, le défi de notre temps est d'accomplir le second acte de cette libération.
le plein recouvrement de la souveraineté populaire, afin que le peuple, au nom duquel la guerre de libération fut menée, exerce effectivement et sans entrave sa volonté sur les institutions, les ressources et l'avenir de la nation. C'est dans cet esprit, et face aux profondes mutations que connaît notre pays comme le monde, que nous prenons aujourd'hui la parole pour exposer notre lecture de la situation nationale, préciser notre vision politique et appeler à l'ouverture d'un processus de réconciliation nationale authentique, fondé sur la vérité, la justice, la participation citoyenne et la restauration de la souveraineté du peuple comme principe suprême de la République. Nous héritons d'un monde traversé par une polycrise où se conjuguent l'effondrement écologique, les recompositions géopolitiques, les fractures économiques, l'épuisement des institutions démocratiques et les bouleversements technologiques. Loin de constituer des crises distinctes, elles procèdent d'un même modèle historique dont les logiques d'accumulation, de domination et de prédation atteignent aujourd'hui leurs limites. À cette crise systémique s'ajoute la montée d'une vague réactionnaire mondiale qui instrumentalise les peurs, exacerbe les divisions et cherche à préserver les privilèges établis en faisant obstacle à toute avancée démocratique. Voilà, elle est un peu longue la lettre bien sûr, mais à l'occasion de la fête de l'indépendance, le militant politique Karim Tabou a annoncé une nouvelle initiative qui présente comme une tentative de rupture avec un ordre politique qui refuse les conditions minimales du pluralisme démocratique et de l'égalité politique. Toujours bien sûr sous contrôle judiciaire, et là c'est Karim Tabou depuis son arrestation en 2019. Bien sûr, il a soulevé la question du boycott, mais aussi il a appelé les autorités ou le pouvoir en place donc un dialogue inclusif. Qu'est-ce que vous en pensez, Mohamed Henniche, par rapport à ces initiatives et par rapport à cet appel à la veille, bien sûr, de cette élection législative? Très rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, l'esprit du communiqué, on peut que soutenir et adhérer à cet esprit-là. Bien sûr, tout le monde sait qu'on ne peut pas continuer indéfiniment dans ce statut de la classe politique algérienne. Malheureusement, il n'y a pas une vie politique, on ne le sent pas. Les partis politiques, comme vous voyez, nous, on regarde ici dans la diaspora, on regarde régulièrement le journal télévisé algérien. Les partis politiques, on ne les voit que pendant les échéances électorales et après ils disparaissent. On ne les voit plus, les partis politiques. C'est malheureux. Les partis politiques, ce n'est pas un ennemi de l'intérieur. Les partis politiques font partie, c'est un outil qu'il faut activer, qu'il faut leur donner la possibilité de vivre, les moyens de communiquer. Et ça, c'est malheureux. Je discutais avec des amis tunisiens ici en France. Ils disent, alhamdoulilah, maintenant, en Tunisie, il n'y a plus le chaos. J'ai dit dans quel sens? Il dit voilà, tous les partis ont été mis en prison, il n'y a plus de débat politique. Notre Parlement, maintenant, il n'y a plus de débat dans le Parlement, mais ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est le Parlement, puisqu'on l'appelle le Parlement parler. Si on ne parle pas, il n'y a pas de Parlement. On laisse un seul pouvoir, c'est le pouvoir exécutif qui fait tout. Et on espère qu'il ne rentre pas dans le mur. Mais le Parlement, c'est pour le contrôler, pour le conseiller, pour l'accompagner. Voilà, c'est ce qu'on souhaite. Merci beaucoup, Mohamed Henniche. Très rapidement, Lias Jubaili, Karim Tabou présente donc son appel comme une main tendue en faveur d'un dialogue national fondé sur la confiance et le respect mutuel. Il plaide pour l'ouverture d'un processus électoral permettant l'expression libre et effective de la volonté des citoyens dans le cadre d'un nouveau contrat social inclusif. Très rapidement, Lias Jubaili. En fait, depuis 2019, on a toujours produit des communiqués inclusifs, le départ du pouvoir de façon progressive ou de façon radicale, la restitution de la souveraineté au peuple depuis 2019. En tout cas, moi, je vous parle au sein de la diaspora. Même votre chaîne, elle a organisé, on a toujours fait appel que la chose la plus importante, certes, moi je soutiens cette initiative qui émane, donc il n'y a pas de signature, hein, c'est très important d'insister, donc il n'y a pas de signature, c'est un communiqué, donc soit il faut le signer, il faut le mettre sur sa page, en quelque sorte il faut l'endosser. Moi je l'endosse, il n'y a aucun problème, mais je dis que la méthode elle est tout autre. La méthode c'est l'opposition doit travailler ensemble. C'est l'opposition.
Vous savez que les communiqués ont été produits après le 1er novembre 1954 jusqu'à les accords d'Évian. Il y avait plein de communiqués, plein de ceci, mais il y avait aussi une bataille sur terrain. Non, je veux dire une bataille sur terrain. Je fais par rapport à la révolution, mais nous, on parle de façon pacifique, bien sûr. Moi, j'appelle, je lance un appel aux opposants de travailler ensemble, produire les communiqués, produire ceci très important. Mais le travail ensemble, on peut pas changer le pays si l'opposition ne travaille pas ensemble. C'est-à-dire, c'est très important. C'est des appels qui deviennent récurrents depuis 2019 jusqu'à maintenant. On va produire ce communiqué, on va l'endosser et vous allez voir après le 5 juillet, il n'y aura rien. On a vu, on a produit des communiqués au 1er novembre 1954. On va revenir sur cette question, Elias. Comment 10 secondes, Elias. Parce oui, que c'est un sujet qui est très pertinent. Le cessez-le-feu. Nasser, il faut être concret. Toutes les révolutions au monde, il y avait ce qu'on appelle une osmose d'opposition qui se met en cheval de bataille pour produire quelque chose au pays. Le peuple, il a besoin d'une opposition qui est structurée, qui veut vraiment le changement, qui laisse ce qu'on appelle le côté, les ambitions et se mettre en cheval de bataille pour l'intérêt de la nation. Sans opposition structurée, c'est-à-dire c'est toujours on se dirige vers une impasse. C'est une réalité, il faut le dire. Pour être propre vis-à-vis de l'histoire et vis-à-vis de soi-même. Merci beaucoup, Lias Djubaili. Merci, Atek Sahad. Désolé parce qu'on a dépassé le temps, mais c'est une, bien sûr, question qui est très pertinente et c'est sûr qu'on va y revenir dans nos émissions par rapport donc à cette initiative, mais aussi quelle perspective pour notre pays par rapport à l'opposition, par rapport bien sûr à ces politiques qu'on est en train de voir évolue depuis 2019. Merci à nos invités, Lias Djubaili, ingénieur économiste, militant politique. Il était avec nous depuis Paris. Merci à Mohamed Hennish, acteur associatif de la région parisienne. Il était avec nous aussi depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Cette couverture spéciale continue sur la chaîne Al Magharibiya.